Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un entrepreneur qui a su mettre le digital au service de l'économie monégasque. Avec son application Carlo et ses projets toujours plus novateurs, c'est un homme curieux et passionné qui participe au rayonnement de Monaco, numérique et moderne. Bonjour Antoine Barry. Bonjour Geneviève. Merci beaucoup pour cette invitation. Antoine, moi je regardais votre parcours avant qu'on commence et je me suis dit je vais quand même lui poser la question parce que vous avez commencé par la pharmacie. Oui, exact. Ouais. C'est vrai ? Oui, pharmacie. J'avais étudié à Lyon. Donc j'avais fait pharmacie à Lyon, c'était 6 ans d'études, donc c'était... Ah oui, c'est pas rien quand même. Non, c'était long quand même. Et je regrette pas, hein. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. J'ai appris aussi sur moi pendant ces 6 années. Mais je pense qu'on est jeune aussi à 18 ans, on sort d'école, on ne sait pas forcément trop ce qu'on veut faire. On suit aussi le parcours un petit peu de sa famille. Nous, on a une famille... Vous avez des pharmaciens dans la famille ? Oui, mon père il est pharmacien, il est dans l'industrie pharmaceutique. Et donc c'était un petit peu la voie normale, on va dire. Tracée. Oui, tracée. Ah ouais. Et donc j'ai fait ces études-là. Je me suis quand même rendu vite compte que je voulais apprendre plus de choses, notamment des langues, un petit peu plus sur le business, mais je m'en rendais pas aussi compte que c'était pas ma passion. C'est pas votre passion ? Je me disais, voilà, je veux apprendre plus de choses, mais je suis resté dans cette voie-là jusqu'à la terminer au bout de 6 ans. Ah, vous avez été jusqu'au diplôme, quoi ? Oui, jusqu'au diplôme. Ah, c'est courageux, hein ? Ouais. Vous êtes d'où ? Originaire d'où ? Vous êtes de Monaco ? Oui, grandi à Monaco, ma scolarité ici, mais mes parents, ils sont syriens. Mes deux parents sont syriens. Vous arrivez petit ou vous naissez à Monaco ? Non, j'arrive très petit. J'étais né au Canada. Ah oui ? Oui, et mes grands-parents étaient au Canada. D'accord. Et après, quelques mois après, je crois, je ne sais pas exactement combien, mais peut-être 3 ou 4 mois après, on est arrivé à Monaco. Ouais, donc votre scolarité, quand vous vous éveillez à la société, c'est à Monaco. Oui, ici à Monaco. En français ou quelle langue on parle chez les Barry ? Au début, c'était, je me rappelle encore on m'a appris l'arabe. Ma mère m'avait expliqué, on lui avait dit voilà, apprends-lui l'arabe parce que le français va l'apprendre. Bah oui. Et après, quand je suis arrivé à l'école, je parlais pas français. Pas français. Ouais, donc je me rappelle qu'au début, j'avais que 3-4 ans, mais au tout début, je sentais que j'avais une petite différence, et puis j'ai appris le français à l'école. Donc vous parlez arabe, français, anglais ? Oui, et espagnol. Espagnol. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, j'ai bien entendu, que vous vouliez apprendre plus de langues, etc. Oui. Donc ça fait 4 langues. 4 langues aussi bien que le français et l'arabe ? On va dire que je reste quand même mieux en français qu'autre chose. Puis vient l'anglais, puis après l'arabe et l'espagnol à peu près au même niveau. Ah ouais. Mais vous parlez mieux le français que l'arabe ? Oui, maintenant oui. Bon, beaucoup mieux même. C'est vrai ? Ouais. L'arabe, ça reste compliqué. Il y a des dialectes par pays. Oui, c'est vrai. Et puis il y a un arabe formel. C'est un peu comme le latin. Le latin. Et après, plein de langues qui se sont dérivées. Et donc l'arabe formel, j'ai du mal, par exemple. Je peux peut-être le comprendre, mais le lire ou le parler, ça reste quand même compliqué. Et donc, quand vous voyagez, admettons, vous allez demain, je cite des pays au hasard parce que je ne sais pas, hein, vous allez me corriger, vous allez au Maroc ou vous allez au Liban, vous n'allez pas parler le même arabe ? Alors, au Liban, en Jordanie, dans les pays du Levant, on va dire, c'est très, très similaire au syrien. D'accord. Donc, c'est un arabe que vous pouvez parler avec eux. Exact. D'accord. Et après, plus on s'écarte, plus ça reste difficile. Voilà. On peut se comprendre, hein, on arrive toujours à se comprendre, on met un peu de littéraire, mais ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc alors, pardonnez-nous, parce que nous qui ne parlons pas arabe, hein, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est la même langue. Oui. Donc, enfin, j'imagine que c'est un peu pareil pour ceux qui écoutent des Français canadiens ou québécois ou européens parler. Alors, c'est vraiment une langue différente. Hein. Oui, non, c'est vraiment différent. Si vous prenez le syrien et on va dire, je sais pas, le marocain, c'est vraiment... si chacun parle dans son propre dialecte, c'est vraiment très différent. Même en Syrie, on a des influences turques, donc on va retrouver beaucoup de mots, beaucoup de mots turcs dans notre langage et des mots qu'on utilise tous les jours. Et même des fois des mots qui viennent du français, parce qu'on a été sous mandat français pendant un bon moment, et qui ont été un petit peu syrianisés. Voilà, exactement. Ouais. Vous voyagez beaucoup, Antoine ? Oui, je pense oui, beaucoup. Oui. Vous êtes un citoyen du monde alors ?
Oui, on peut dire ça. Ouais, parce que quand vous m'expliquez vos origines, alors est-ce qu'il y a toujours de la famille au Canada ou plus? Oui, j'ai encore un peu de famille au Canada. J'ai ma grand-mère qui est encore au Canada. Qui est encore vivante. Ouais. Et après, encore une bonne partie de la famille en Syrie. Beaucoup sont partis avec la guerre, mais on a quand même encore une partie. Je pense peut-être en plus à Monaco, on grandit aussi avec des gens du monde entier. Avec non cette idée que le monde est grand, oui, qu'on peut... Moi, à l'école, j'avais des Italiens, des Espagnols, des gens du monde entier à l'école avec moi. Et c'est vrai qu'au final, on se rattache facilement à une autre culture. À la culture de ses parents ou à la société de ses parents. Alors, pharmacie, vous allez jusqu'au bout du diplôme et à quel moment vous vous dites là, je vais quand même tenter autre chose? Quand vous avez le diplôme ou... Alors, quand j'avais le diplôme, j'ai commencé, comme je vous disais, je pense que j'acceptais pas le fait que j'aimais pas, parce que maintenant, si je reviens en arrière, je sais que pendant ces 6 ans... Ouais, vous avez fait un truc un peu forcé, ouais. Voilà, c'était pas les études qui me plaisaient le plus. Mais je pense qu'on est jeune aussi, on se dit on est parti sur un long parcours, en plus il y a un concours d'entrée, donc c'est ça une année vous plaît difficile. Pas et vous le passez quand même, hein. Ouais. Et donc on s'accepte difficilement, accepte difficilement le fait de se dire on s'est trompé de chemin. Donc je suis allé jusqu'au bout, mais j'ai eu une petite porte de sortie, c'est que à l'université de Lyon, on nous proposait un double diplôme. Donc ce double diplôme, c'était pharmacien-ingénieur. Et donc je pouvais faire les 2 dernières années dans une école d'ingénieur. Et donc, ouf, un peu d'air. Ouais, c'était vraiment une grosse bouffée d'air. Et donc les 2 dernières années, je les ai passées en alternance entre la pharmacie et l'école d'ingénieur. L'été, je faisais ce que je devais faire en pharmacie, donc travailler en pharmacie, et l'hiver, c'était en école d'ingénieur. Et là, ça m'a énormément... Je pense que c'était la première fois où je me rendais compte, voilà, il y a autre chose, il y a des choses qui me plaisent. J'ai pu faire un stage au Brésil, un stage en Indonésie, j'ai fait du marketing. On recommence à voyager. Hein. Voilà. Et apprendre des langues, apprendre du marketing, de la géopolitique aussi. Donc c'était des choses qui m'avaient beaucoup plu. Et voilà, j'ai fini ces études-là. D'accord. Et je suis parti travailler dans l'entreprise pharmaceutique familiale. Voilà. Et ça, c'était en Syrie. Donc c'était avant la guerre. C'était 2010. Ouais. Vous diriez que travailler dans une entreprise familiale, c'est un poids ou c'est un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu particulier, je pense, hein, de savoir qu'on a une entreprise familiale, c'est quand même... Exact. C'est quand même une fortune. Oui. Enfin, dans le sens, une fortune, une chance. Une grosse chance, oui, voilà. Bien sûr. Et en même temps, de se dire qu'on va travailler dans un milieu qui ne nous plaît pas forcément parce que c'est l'entreprise familiale, c'est un peu une fatalité, quoi. Hein. Oui. Est-ce qu'on est un peu partagé là? Ah oui, tout à fait. Vous l'avez bien. Enfin, je pense que vous l'avez bien identifié ce sujet et souligné. Et je pense que ça peut être les deux. C'est-à-dire, ça peut être une très grande chance. Donc, moi, par exemple, dans mon cas à moi, c'était une grande chance. J'ai pu passer plus de temps avec mon père. C'était quelque chose que vous aviez envie de faire. Oui, que je valorise beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui, hein, même si je pense qu'on a des méthodes différentes. Vous n'êtes pas de la même génération. Pas de la même génération, exactement. Mais il y a énormément de choses que j'ai pu apprendre de lui. Bah oui. Mais en même temps aussi, c'est très facile aussi de se laisser aller, de se dire bon moi de toute façon tout est tracé. Je vais aller travailler dans l'entreprise pharmaceutique. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a pas aidé à me réveiller pendant mes études, en me disant de toute façon c'est tracé, je vais aller travailler dans l'entreprise pharmaceutique, c'est normal que je fasse ces études-là. Donc c'est facile de se laisser aller et ça peut être très dommageant, hein, je pense. Donc il faut se réveiller, il faut aussi se poser des questions, se demander ce qu'on aime, se demander aussi comment on se voit dans le futur. C'était Ricardo, hein, Géraudy, qui était là à votre place et qui me disait... Moi, j'avais pas de raison. L'entreprise de mon père était incroyable. On n'avait pas de problème. C'était successful, etc. Mais il me dit, au bout d'un moment dans ce bureau, je me suis dit non, ça va pas être ma vie. Exact. Est-ce qu'il y a eu ce moment difficile de dire à votre papa, ça va pas le faire? Oui, il est arrivé ce moment aussi. Donc, à un moment donné, il est arrivé ce moment où je voulais faire autre chose pour plusieurs raisons. Je voulais voir autre chose et puis le contexte aussi avait changé. Ça devait se durcir un peu aussi politiquement. Exactement. Donc il est arrivé ce moment-là. Ça n'a pas été très facile. Mais
mais on va dire qu'au final, il m'a soutenu. Aujourd'hui, il est très content aussi de voir que dans le pays où il a choisi aussi de s'installer, on a pu faire aussi quelque chose, on a fait du travail à Monaco. Donc, non, parce que lui aussi, il s'est reconverti en fait. Hein. Oui. Ouais. Lui aussi. Oui, oui, bien sûr. Parce que, bon, pour ceux qui vivent à Monaco, tout le monde ne vit pas à Monaco, mais pour ceux qui vivent à Monaco, la maison Barry, c'est une maison qui a pignon sur rue, qui vend des montres, voilà, on sait où elle est, etc. Elle est là depuis toujours, presque, hein, pour tous ceux qui s'en souviennent. Exact. Et donc, voilà, il est plus pharmacien aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il est plus, homme d'affaires. Bah oui. Que pharmacien, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit Vous me dites, ce moment-là est arrivé, mais à la fin, il a compris. Qu'est-ce qu'il vous dit au départ? Il est sceptique ou pas quand vous lui dites... Parce que bon, vous avez envie de faire autre chose, mais est-ce que vous savez quoi? Parce que quand vous lui dites, papa, je ne vais pas continuer là, est-ce que vous lui dites, je vais faire ça? Est-ce que vous avez une point de chute ou pas? Oui, je savais que je voulais faire à ce moment-là. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées avant parce qu'il y a eu le contexte politique en Syrie qui s'est durci. On a dû quitter. On est revenu ici à Monaco. La boutique était présente. Ça faisait déjà 30 ans. J'ai travaillé dans la boutique, donc déjà c'était mon premier changement. Mais on va revenir au sujet où de faire complètement différent, ce qui était Carlo. Et oui, sa première réaction, c'est tu as énormément de choses à faire avec l'entreprise familiale, il faut que tu t'occupes de la boutique, et tu as des affaires aussi en Syrie, même si le contexte est assez compliqué, il va falloir que tu y penses. Oui, parce que vous êtes son seul fils? Non, on est 3. Ouais. Bon, mais vous n'êtes pas tout seul. Pas tout seul, non. Vous êtes l'aîné? Mais l'aîné, exact. Et le discours, il est le même pour les 3. Hein. Ouais. C'est vrai? Oui. Le discours est le même pour les 3? Pour les 3. Qu'est-ce qu'ils font les 2 autres? Donc ma sœur a repris la boutique. Voilà, et mon frère, on travaille ensemble. Aujourd'hui, il est dans Carlo. Il m'a rejoint assez rapidement en 2020. Et, oui, parce que, voilà, pour ceux qui nous écoutent, Antoine Barry aujourd'hui à Monaco, c'est Carlo. Aujourd'hui, c'est Carlo. Aujourd'hui, c'est Carlo. Enfin, pas que, mais principalement Carlo. Oui, bien sûr. Parce que, à quel moment vous vous dites... l'idée qui va fonctionner, c'est le cashback? Alors, c'est un parcours long en fait. Quand on va lancer son entreprise, c'est pas on a une idée et après elle mature un petit peu, on la teste un petit peu, on l'adapte. Elle évolue. Elle évolue, exact. Donc je pourrais pas dire voilà du jour au lendemain on est arrivé avec cette idée là. Je pourrais parler du parcours, si vous voulez, mais qui est... Parce que l'idée de départ, c'est quoi? C'est une appli pour le commerce local. Alors, c'est ça, c'est exact. En fait, au tout départ, quand j'ai eu 30 ans, je me suis rendu compte que je voulais étudier encore plus et que je voulais apprendre ce qu'était le business. J'avais fait pharmacie, ingénieur. Et il me manquait toute cette partie commerciale, business, et puis et je le sentais que j'en avais besoin. Ouais. Vous avez la fibre? Vous avez la fibre ou pas? Vous êtes un commerçant ou pas? Oui, maintenant je sais que j'ai trouvé la voie. Ah ouais? Oui, c'est bon. Que ça soit faire des affaires ou stratégique ou penser un petit peu à innover, c'est les choses que j'aime. Vous êtes un homme d'affaires? Aujourd'hui, oui, on va dire un entrepreneur si c'est... Oui. Un homme d'affaires, c'est parce que c'est la traduction anglaise de businessman. Exact. Businessman, c'est un chef d'entreprise ou un homme d'entreprise, enfin quelqu'un qui fait exact. Des affaires. Quoi. Et aujourd'hui, peut-être que le mot entrepreneur, il décrit un petit peu ces business models qui sont arrivés assez récemment, qui sont innovants, qui essaient un petit peu de changer soit la donne, soit d'être en continuelle innovation. Ouais. Donc, oui, dans ce milieu-là, je sens que c'est là où je m'épanouis le plus. Ouais. Bon, alors, vous avez l'idée de créer cette application, l'idée évolue, etc. Ouais. Et parce que ce qui est important pour ceux qui ne connaissent pas Carlo, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais enfin il faut quand même leur expliquer, c'est un nombre de partenaires commerçants qui sont intégrés à l'application. Ouais. Quand ils sont référencés dans cette application, que vous payez chez eux via l'application, vous avez une partie qu'on appelle le cashback. Exact. Le cashback, c'est cet argent qui revient. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose 10, et en fait, on a un petit pourcentage qui revient dans une cagnotte qui est sur l'application. Exactement. Ouais. Alors, ça, c'est quand même une révolution.
Enfin, ça existe. Ça dans existe, le monde. bien sûr, oui, exact. Ouais. Donc l'idée, elle est venue, voilà, elle est venue assez simplement. C'est que j'avais travaillé dans la boutique pendant 2 ans à Monaco. C'est ça, c'est important. Oui, c'est important parce que vous êtes un commerçant au départ. Hein. Le retail, c'est votre métier. Exact. J'avais passé 2 ans, donc après la guerre en Syrie, en revenant, on a repris la boutique avec ma sœur. Vous êtes derrière le comptoir. On était derrière le comptoir, exactement. Voilà. Et donc, on a refait la boutique, cherché de nouvelles marques. On a remarqué qu'il y avait maintenant de nouveaux outils. Il y avait Facebook qui permettait de faire des publicités en ligne. C'était encore tout nouveau, c'était en 2012. Créer un site internet, vendre en ligne. Donc, on a commencé tout ça. Et en même temps aussi, on s'est dit, on va aussi parler avec les autres commerçants. Donc, il y avait une association de commerçants à Monaco. Il y avait aussi une association par quartier. Ouais, donc c'était à la Condamine. À la Condamine. Donc, à la Condamine, à l'époque, il y avait Madame Girardi, de Léonidas, il y avait Clément Ferry de la pharmacie, il y avait Yannick Barral aussi. Donc, on se retrouvait aussi pour essayer de redynamiser le quartier. On avait des idées pour aller parler aux croisiéristes et leur dire voilà, qu'il y avait un quartier qui n'est pas très loin de là où ils débarquent, beaucoup de commerces. Donc, pendant toutes ces années-là, je pouvais voir qu'il y avait un souci au niveau du commerce de proximité, que c'était difficile parce qu'aujourd'hui les habitudes de consommation à l'époque avaient commencé à changer, les gens achetaient en ligne, c'était de plus en plus facile de commander, il y avait des grands centres commerciaux qui ouvraient en dehors des villes, et d'ailleurs ces croisiéristes allaient souvent là où il y avait une grosse concentration de commerce, soit dans un centre commercial. Ouais. Et donc de cette expérience-là, combiné avec ma première expérience entrepreneuriale que j'ai eue à Barcelone pendant l'MBA, où on a travaillé sur une application de paiement qui était pour la restauration. C'était une application de paiement un peu comme Sunday, ça existe à Paris, ça vous permet de payer l'addition en temps réel. Ouais. Et de la payer à la table en fait. Elle paye à la table. On n'a pas besoin d'avoir le garçon ou la waitress, enfin exactement. La serveuse qui vient. On paye directement avec le QR code. Voilà, vous arriviez, on était intégré avec le système de point de vente du restaurateur. On recevait l'information et on montrait l'addition en temps réel. Et puis le client, il avait juste à payer. Et ça, c'était en 2016. Donc c'était encore au tout début. On était encore, je pense, encore trop tôt parce que technologiquement, c'était pas facile d'intégrer tous ces systèmes. C'était pas super au point. Non. Alors que maintenant, ça l'est. Ah, maintenant, ça l'est, voilà. Maintenant, exactement. Et c'était ma première expérience entrepreneuriale. Je faisais ça avec des cofondateurs que je voyais autre chose que des montres ou de la pharmacie. Et c'était de la technologie, donc c'est quelque chose qui me passionnait depuis toujours. Et on a appris, je me suis rendu compte, tiens, la restauration, c'est même si on se dit qu'on se prend tous les restaurants de Barcelone, le chiffre d'affaires global, si on veut prendre juste une toute petite commission, ça va être difficile d'être rentable. Donc on s'est rendu compte rapidement de ça. Puis après on s'est rendu compte que le restaurateur, on lui présentait l'idée, et il nous disait ah super, oui moi ça va m'aider, je vais avoir ça va me faciliter un petit peu le travail. Mais si on lui dit je t'aide à faciliter le travail ou je vous aide à faciliter le travail, il va pas forcément être apte à payer beaucoup pour ça. Il va se dire ok, non, c'est bien. Le restaurateur, c'est pas. Voilà. C'est mais pas je la culture. Exact. Je vais pas payer beaucoup juste parce que vous m'aidiez à optimiser mon travail. Et en plus de ça, il a énormément de coûts fixes, donc on lui rajoute des frais. Y compris mensuels. Ça, les gens le savent pas, mais les restaurateurs, ils ont des coûts fixes. Enfin, ils ont des coûts sur les paiements par carte bancaire notamment. Ah oui, bien sûr. Donc, exact. Ça fait. Ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment. Exact. Première fois qu'on travaille aussi avec des développeurs, c'était... Les développeurs, ce sont des informaticiens, donc pas du tout des commerciaux, des gens qui rentrent des lignes de code. Exact. Et là, je crois que... Ouais. Je pourrais revenir aussi là-dessus. et donc là, première expérience, avec les développeurs, c'est compliqué. On a réussi à en trouver un qui était super motivé. On a essayé de le convaincre aussi en lui donnant quelques parts. Et nous, on commençait tout juste, en fait. Et donc toute cette expérience-là, elle était compliquée, mais j'apprenais énormément. Mais le plus gros apprentissage, c'était le restaurateur il me disait moi, je paye pas plus que 5% de commission pour juste que vous m'améliorez mes process. Mais par contre, si vous m'amenez des clients, je serais prêt à payer beaucoup plus.
Et donc, ça c'était une grosse nouvelle. Donc, c'était, ça, si vous ça c'est ouais, la ça, lumière c'est dans le tunnel. Ouais, ça, c'est vraiment resté. Et donc, moi, on voyait qu'il y avait d'autres applications. Il y avait la fourchette, si vous connaissez la fourchette. Ouais. Et là, la fourchette, donc, ça vous permet de réserver la table au restaurant. Et puis, on voyait sur la liste des restaurants 30%, 20%, 25% sur la fourchette. Sur la fourchette. Donc, les restaurateurs, ils étaient vraiment prêts à payer pour qu'on leur apporte des clients. Et donc, de là est venue l'idée où en se disant, il faut qu'on transforme notre projet en un programme, soit de fidélité ou alors un programme d'acquisition de clients. Et donc voilà, on a avancé un petit peu comme ça. Et moi, mes cofondateurs, c'était la fin du MBA. On avait fait ça en parallèle du MBA. Il y en avait qui se mariaient, qui s'habitaient. On n'avait pas réussi à lever des fonds. Donc c'était vraiment toute cette première expérience. On apprenait beaucoup, mais on n'a pas réussi. Pas concrétisé. Voilà, exactement, on n'a pas concrétisé. Et donc je me suis dit, bon ben, il faut Never mind. Il faut que moi j'ai été passionné par ce que je faisais, la technologie j'aime, innover, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon créneau, et puis je me suis dit maintenant il faut que je tourne ça à moi, à mon avantage. Moi, comment je peux utiliser ma propre situation pour que ce projet-là il soit un succès. Barcelone, je connais bien maintenant, j'aime beaucoup, mais je parle pas catalan. Et l'espagnol, ça va. Et c'est difficile. Hein. Ouais. Moi, j'ai vécu à Barcelone. Et c'est compliqué quand on ne parle pas catalan. Ouais. C'est vraiment... Au bout d'un moment, on est dans une société parallèle. Hein. Oui, exact. C'est la langue officielle. Ah oui. Et surtout, ça dit quelque chose de vous quand vous ne parlez pas catalan. Oui, exact. Quand vous entrez dans un commerce, quand vous arrivez dans une entreprise, quand vous allez dans un service administratif, si vous ne parlez pas catalan, ça dit tout de suite quelque chose. Oui, exact. Et ça... En fait, le fait de parler catalan, ça montre qu'on est de Barcelone, on est d'ici, on connaît bien le sujet. Alors même qu'on parle espagnol. Hein. Oui, exact. Ouais. Parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas pareil qu'à Monaco, quelqu'un qui parle anglais ou français. Ce sont deux langues. Voilà. Là, c'est une manière de s'identifier. Voilà, vous vous dites, c'est comme si à Monaco, on vous disait, si vous ne parlez pas monégasque, vous n'êtes pas d'ici, enfin, on ne vous considère pas de la même manière. Quoi, hein. C'est un peu le catalan, c'est rude. Hein. Et donc vous dites, bon, Barcelone, bon. Je me suis dit, maintenant il faut que je tourne ces choses-là, il faut que j'utilise moi ma situation pour en faire un succès. Et donc je suis revenu sur Monaco, je connais bien Monaco, je travaille en tant que commerçant, et toutes les erreurs que j'ai appris avec ce projet-là, je vais essayer de pas les faire avec et de pas les faire. Donc, je me suis dit bon, au lieu d'aller parler aux restaurateurs, moi, les commerçants à Monaco, je sais exactement ce que c'est leur problème. Ils veulent plus de clients. Ils ont du mal aujourd'hui à faire la différence comparé à Internet, en termes de marketing, en termes de fidélité, en termes de discount, variété d'offres aussi. Variété d'offres. Et donc l'idée c'est de ramener cette application de paiement et de la transformer pour donner un réel avantage aux commerçants de proximité et en premier lieu aux commerçants de Monaco. Donc j'ai vraiment construit le projet pour Monaco en se disant voilà, les gens ici ils vont à Cap 3000. Ils vont à Saint-Rémy pour faire leurs achats parce qu'il y a peut-être de meilleurs prix, parce que le modèle le permet, parce que c'est des économies d'échelle, parce qu'il y a peut-être une concentration plus importante. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, comment on peut faire pour donner un réel avantage et montrer aussi qu'il y a du choix à Monaco. C'est pas qu'il n'y a pas de choix, donc il faut leur donner de la visibilité à ces commerçants-là. C'est ça. Donc on a construit vraiment cette application de paiement couplée à un programme de fidélité qui crée ce cashback local, cette monnaie locale qui augmente le pouvoir d'achat de l'utilisateur quand il consomme à Monaco. Et donc c'est comme ça que c'est né en fait. C'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un vrai parcours. Sinon, j'aurais pas pu venir avec une idée du jour au lendemain. Ouais. Bah oui. Alors, on le disait juste avant de démarrer, ce qui fait la différence avec Carlo, c'est le timing aussi. Oui. Parce que l'idée du commerce proximité, voilà, cet apport supplémentaire de clientèle, etc. Tout ça, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est sur des idées qui existent, que vous avez transportées à Monaco, mais le truc qui fait le succès de Carlo, c'est le timing en fait. Oui, exact. Parce que vous arrivez à un moment où Monaco cherche. Le gouvernement, les autorités cherchent un moyen de redynamiser le commerce local parce que vous arrivez au moment où on sort à peine de la crise du Covid et du premier confinement. Oui, exactement. Donc le timing, super important. Je pense que c'est important aussi de ne pas s'obséder avec le timing parce que des fois, si on court après,
On se dit, voilà, je veux absolument sortir aujourd'hui. Bien tomber. Bien tomber, c'est impossible. Mais il faut le tourner aussi à l'avantage, et il faut aussi s'adapter. Donc en fait, ce qui s'est passé, nous, on a lancé en 2019. La cité, elle a été créée février 2019. Donc on était avant le Covid. Ouais, enfin, un mois avant, quoi. Non, un an. Le Covid, c'était 2020. Pardon. Ouais, un an avant, ouais. Et on n'avait jamais imaginé que le Covid allait se présenter. Ouais. Mais donc on s'est développé à Monaco. On a commencé avec le quartier de la Condamine, parce qu'on était à la Condamine, je le connaissais bien. On a commencé avec 3 commerces, 15, 20, on est arrivé à une 50aine de commerces. Et là, Covid arrive. Et pendant ces 2 mois, moi je me suis dit, on est en train notre mission, c'est d'aider le commerce de proximité et de les aider à se différencier, à pouvoir attirer de la clientèle, à la fidéliser. Et là, pendant le Covid, il faut qu'on soit présent, on ne peut pas disparaître. Même s'ils sont fermés, il faut qu'on trouve une solution d'être présent. Et même moi, si je revenais après Covid, revenir les voir, alors que pendant 2 mois, je n'étais pas là et que je leur avais promis de les aider, eh ben, je sentais que ça va pas marcher. Ça va pas marcher et je ne pouvais pas me l'accepter en fait. Et donc pendant ces 2 mois-là, tout ce qu'on a fait, c'était de trouver des solutions. Et la solution qui a vraiment pris, au début, c'était on donnait de la visibilité, on essayait de faire quelques posts, on utilisait beaucoup les réseaux sociaux, on faisait certains guides. Mais ce qui avait vraiment marché, c'était un site de vente de bons cadeaux pendant la période de confinement. Ah, ouais. Donc on avait dit aux commerçants, je me souviens, de nous rejoindre et en fait on créait des bons cadeaux à acheter pendant le confinement. Et comme ça, les utilisateurs pouvaient aller les consommer après le confinement. Ouais. Mais ce qui était génial, c'est que le gouvernement était déjà... dès la première semaine du confinement, je me rappelle encore, à l'époque c'était le Welcome Office, l'ANE, donc faisait des rendez-vous avec plein d'entreprises qui étaient un petit peu économie locale. Et à l'époque c'était Madame Garino. Ouais. Et on avait un rendez-vous, je lui ai présenté le projet et tout le monde on est là pour trouver des solutions pour les commerçants. Et donc, le gouvernement est venu, donc avec Madame Garino, et on disait, voilà, si quelqu'un achète ce bon cadeau-là, on le majore de 10%. Donc, si vous achetiez 100 € de bon cadeau pour aller dépenser, je ne sais pas, à Il Teatro à l'époque ou à Baïka, le jour où, après le confinement, le jour où ça sera ouvert, au lieu d'avoir 100 €, vous avez 110 €. Et c'était je me souviens de ça. Voilà. Ouais. C'était le gouvernement qui majorait. Et là, ça avait super bien marché pendant le confinement. Et voilà, ça s'est terminé. Et on a repris le travail comme normal. On avait vendu plein de bons cadeaux, plusieurs centaines. Et tout était manuel, hein, parce que c'est vrai, moi, je les éditais tout seul, les bons cadeaux à l'époque. C'est vrai ? Ouais. Et ça représente, pardon, je vous coupe dans l'histoire parce que je pense qu'il faut que les gens se rendent compte. Ça représente combien d'heures de travail ? Je sais plus. Parce que c'est vrai qu'on a cette idée que pendant le confinement, on avait du temps et que c'était un peu... Mais ça pouvait être une journée entière parce que étiqueter manuellement des bons cadeaux, c'est... Oui. Alors ça restait digital, mais il fallait mettre un nouveau code, s'assurer que le code il soit valable, bien défini, bien valable. Il fallait que je contacte aussi le commerçant pour lui dire que tiens, il y a eu un bon cadeau qui a été vendu pour votre commerce. Il fallait que je lui fasse le transfert. Tout était manuel. Il fallait que je fasse le transfert manuellement. Il fallait que j'envoie le bon cadeau au client. Après, le client, il va chez le commerçant, il l'utilise. Ça s'est très bien déroulé. Donc ça, c'était bon. Il faut être précis dis donc. C'était tout manuel. Mais bon, c'était comme ça. Et s'il fallait qu'on commence, s'il fallait qu'on soit présent pendant le confinement, il fallait qu'on sorte une solution rapide. Ouais. Et heureusement, on l'a bien ficelé. Tout s'est très bien passé. Et ça a été... Avec votre frère, il est là avec vous là. À l'époque, là, j'étais encore seul et j'avais une stagiaire qui m'a beaucoup aidé. Elle était là, même pendant le confinement, toujours présente. C'est une très grande valeur, hein, de pouvoir se reposer sur quelqu'un au début. Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Alors l'idée, on sort du confinement et là vous vous dites, il faut transformer cette histoire du bon cadeau, il faut trouver un autre moyen. Exact. Donc on s'est rendu compte que les bons cadeaux, ça faisait du sens. Donc on a créé la fonctionnalité dans l'appli en se disant maintenant, le bon cadeau, au lieu d'être édité, ça va être juste un code et vous allez rentrer dans l'application et ça va vous donner un crédit sur l'appli et vous allez pouvoir le dépenser dans tous les commerces partenaires. Parce qu'avant, c'était des bons cadeaux par irrespectifs, quoi. Il n'y avait pas de groupe de commerçants. Voilà, exact. Donc là, maintenant, avec l'appli, on pouvait vraiment faire des bons cadeaux généraux pour tout Monaco, pour tous les commerces partenaires Monaco. D'accord.
Et là, pour être vraiment, enfin, pour l'histoire, c'est que c'est le gouvernement qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et qui est revenu vers nous en nous disant voilà, bah tiens, maintenant on a les étudiants infirmiers de l'hôpital. On aimerait bien leur donner un bon cadeau pour Monaco. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça encore alors que le confinement est terminé? Alors on leur a dit maintenant on a l'appli, donc maintenant on peut le faire pour tous les commerces, pas commerce par commerce. Et donc on l'a fait avec les étudiants infirmiers de l'hôpital, du CHPG, et c'était une centaine de personnes, je ne sais plus exactement le nombre, mais entre 80 et 100 personnes, peut-être plus, je ne sais plus, mais et ça a super bien marché. Et là les commerçants, en fait, parce que là ils les voyaient arriver avec l'appli, et là les commerçants ils ont compris, ouais. Ils ont compris l'apport de clientèle. Exact. Le truc de dire, si je donne un incentive à un client, il va venir chez toi plutôt que d'aller ailleurs, parce que c'est chez toi qu'il peut utiliser ce crédit-là. Exactement. Voilà. Donc en plus du cashback, il y a aussi un modèle de bon cadeau et d'argent fléché vers Monaco. Et ils les ont vus venir physiquement, rapidement, en l'espace de quelques semaines. Et ça est remonté encore au gouvernement. Donc ça a été aussi encore... Oui, c'est une dynamique. Et donc là, ils sont revenus. Ils nous ont dit, OK, ce que vous avez fait avec le CHPG, est-ce qu'on peut le faire à grosse échelle? Est-ce que c'est possible de le faire avec tous les employés de la fonction publique? Oui, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement, au lieu de donner une prime supplémentaire aux gens qui ont assuré la continuité de l'État, etc., il a donné une prime sous forme de bon Carlo. C'est-à-dire qu'en nous donnant un code aux gens, ils pouvaient s'enregistrer sur Carlo, ils avaient un montant d'argent à dépenser à Monaco. Exactement. Et ça bénéficiait donc le client, le commerçant, ça générait de la TVA, ça recréait du cashback, donc il allait encore être redépensé à Monaco, et donc on est rentré vraiment dans un loop positif. Parce que le génie de l'appli, c'est que le cashback que vous avez, il ne peut être dépensé que à Monaco. Dans les commerces partenaires. Quand vous faites la démarche de choisir comment, admettons, je vais acheter une valise, je me dis, tant qu'à faire, j'ai 100 € sur mon... J'ai 100 €, je vais chercher un commerce à Monaco dans lequel je peux acheter la valise que je veux. Voilà. C'est vraiment vous donner un avantage à consommer à Monaco et à vous permettre aussi potentiellement de découvrir une nouvelle boutique que vous aviez pas, que vous connaissiez pas. C'est ça. Voilà, finalement, on va acheter, on va consommer. Alors la valise, au lieu de la chercher sur le net et de dire, alors moi j'aime, je sais pas moi, Samsonite ou Renova ou je sais pas quoi. Je vais chercher ce que je peux trouver. Finalement, est-ce que je vais pas dans ce commerce pour voir ce qu'ils ont? Exact. Parce que pourquoi on va sur Internet? Pour deux raisons, soit pour la simplicité, mais soit pour le prix. Et donc là, en créant ce système-là, on permet vraiment de concurrencer le prix sans rentrer dans une course à la réduction. C'est-à-dire qu'on n'est pas aux commerçants, vous voulez concurrencer Internet, vous voulez concurrencer les grands centres commerciaux, faites un gros discount. Non, on leur dit, on a créé un système où c'est de la récompense continuelle avec une petite valeur, mais ça peut avoir des proportions... Qui s'accumulent, Voilà, ça peut exponentiellement... Mais ça marche pour le voyage, ça marche pour tout. Exact. Ce qui est quand même... Parce que dès qu'on part, parce que le cashback, quand vous dites, c'est une petite proportion, mais quand on monte dans les sommes, c'est-à-dire dès qu'on fait un voyage, dès qu'on fait un gros achat... C'est un montant qu'on reçoit. C'est un montant qu'on reçoit qui peut potentiellement... alors ça marche dans les restaurants, ça marche... Exact. Se payer un dîner, se dire, imaginons que je suis je travaille à Monaco, mais que j'habite à Nice, j'ai 200 € sur mon portefeuille Carlo, et puis ce week-end, je me dis que je veux me faire une soirée où c'est l'anniversaire, où c'est une célébration à faire. Ces 200 € là, je peux les dépenser à Monaco, allons dans un restaurant monégasque. Donc c'est vraiment l'idée du projet, c'était ça. C'est ça. Et donc ça crée un cercle vertueux. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Oui, aujourd'hui... Ça marche très bien et on est très fiers de travailler sur un projet comme ça parce qu'on voit les résultats directs. Les résultats font que croître année par année. On a une situation unique, il faut le dire. Il n'y a jamais une entreprise qui peut atteindre 90% de marché sur les commerces. De part de marché, donc on est arrivé à une situation unique à Monaco. Il faut qu'on s'en rende compte.
Il faut aussi qu'on puisse capitaliser là-dessus pour donner une réelle valeur pour les commerçants, continuer. Et donc on essaye vraiment de mettre en place toujours de nouvelles. On ne veut pas rester juste sur un modèle et se dire voilà, ça marche, et ben on reste dessus. Non, on continue à mettre de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, maintenant, vous pouvez envoyer un solde à votre ami, vous pouvez rajouter de l'argent sur le portefeuille. On crée plus de visibilité pour les commerçants en leur mettant des stories dans l'application, donc ils peuvent mettre en avant leurs produits, leurs événements. Et ça marche ? Et ça marche, oui. Et ça marche ? Et ça marche. Est-ce que vous avez eu l'idée d'exporter Carlo ? Oui, aujourd'hui on a exporté à Aix-en-Provence. D'accord. Depuis fin 2022, on va dire début 2023, fin 2022, début 2023, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Et avec le Carlo de Monaco, on peut payer ? Non. C'est un portefeuille par ville. Sinon, le projet. Ça marche plus. Exact, c'est plus le projet. Donc, on a vraiment un portefeuille par ville. Aujourd'hui, même, on a rendu les choses un peu complexes. On va les améliorer. Mais aujourd'hui, il faut même recréer un compte pour Aix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un compte pour Aix-en-Provence, un compte pour Monaco. D'accord. C'est un portefeuille par ville. Et en octobre, on lance à Bordeaux. Ah ouais ? Oui, on lance à Bordeaux en octobre. Là, on est en plein dans les préparations. Ah, c'est super. Oui. Non, ça et la maison mère, c'est la maison Monaco ? Oui. C'est-à-dire que vous recréez pas une entreprise à chaque fois ? Aujourd'hui, on a commencé facilement, pour commencer simple, avec la maison mère à Monaco, mais pour des aspects légaux. Oui. Aujourd'hui aussi, on est dans le paiement. Dire, parce que quand on parle de paiement... Exact, on est dans le paiement également. Donc, on franchit une frontière, les gens l'oublient, mais on franchit une frontière. Hein. Exact, donc aujourd'hui, on a une société maintenant en France, donc Carlo Technologies France, qui gère Aix-en-Provence et qui va gérer aussi Bordeaux. Ah ouais. Ouais. Bon, mais quand même, la première, ce sera celle de Monaco. Monaco, bien sûr. C'est un gros exemple quand on va à Aix-en-Provence. Ouais. Enfin, Monaco, c'est pas très loin. Donc, très souvent, ça arrive que les commerçants nous disent « Ah, j'en ai déjà entendu parler. J'ai des amis à Monaco qui l'utilisent. » Donc, pour nous, ça nous rend aussi fiers. Oui, c'est un bon label. Quoi. Ouais. Ah, et voilà, on continue à bien croître à Aix-en-Provence. Et l'idée pour nous, vraiment, cette mission, c'est de pouvoir créer des économies locales puissantes et répliquer ça dans plein de villes en Europe. Et donc là, on commence en France, qui fait le plus de sens. Voilà. Oui. Mais quand vous dites créer des économies locales, est-ce que vous pourriez me confirmer qu'aujourd'hui, malgré le fait que le monde est global, oui. Le cercle qui nous entoure est de plus en plus important. Exact. Donc maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus global. Oui, on veut acheter un truc à Singapour, on peut l'acheter demain matin. Hein, exact. Ouais. Et on est tous connectés. Maintenant, aujourd'hui, il se passe n'importe quoi aux États-Unis ou en Chine. On a la nouvelle en instantané sur nos téléphones. Mais c'est vrai qu'aussi, les gens reviennent vers cet aspect local. Et on s'en est rendu compte aussi pendant le Covid. C'est-à-dire quand tout a fermé, la ville, elle avait plus d'âme. Et donc les gens maintenant sont conscients aujourd'hui. Quand on a créé même Carlo... C'est vrai que le Covid a eu ce bénéfice-là, que de prouver l'utilité du quotidien aux gens. Oui. Hein, quand je dis le quotidien, c'est la vie quotidienne, ce qui les entoure. Oui. Le boulanger, exact. Le pharmacien... Et d'ailleurs, quand on a lancé Carlo, là aujourd'hui on a parlé beaucoup des commerçants en disant qu'il fallait... Mais il y avait vraiment deux aspects. Il y avait aider le commerçant à attirer de la clientèle et à la fidéliser, mais il y avait aussi donner un outil aux consommateurs pour qu'ils puissent contribuer à l'économie locale, parce que c'est un désir aussi. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe qui, il est soucieux de se dire j'achète aussi dans ma ville, dans mon quartier, ça va me permettre de contribuer à la ville, de contribuer à mon commerçant, à mes amis qui travaillent ici, de créer des emplois. Parce que ça, c'est vrai que c'est le Covid aussi. Hein. La relation humaine a repris de l'importance. Oui. Hein. Donc je vais chez le type que je connais. Oui. Je vais acheter chez le type que je connais. Oui. Ou il est sympa, je vais chez lui. Quoi. Oui. La qualité aussi. La qualité, bien sûr. Bien sûr. Hein. Et alors, vous allez me dire, quand j'ai passé toutes mes journées à étiqueter les bons de commande ou les bons cadeaux moi-même manuellement, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous, sur votre puissance de travail, sur votre... Oui. Je pense que la vie, il faut l'apprendre comme ça. C'est une éducation continue. C'est même des choses aujourd'hui que... c'est vrai. J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup d'études,
Mais il y a énormément de choses que j'ai appris en dehors des études et j'apprends encore aujourd'hui. Et il faut le prendre comme ça, en fait. Et les Anglais disent gain experience. Ouais. Et dans gain experience, il y a gagner. Hein. Ouais. C'est pas juste prendre. En français, on dit prendre de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Et les Anglais, les anglophones, ils disent gagner de l'expérience. Hein. Et donc, quand on travaille comme ça, en éditant manuellement, si on l'avait pas fait, on n'aurait jamais pu automatiser. Aujourd'hui, tout est automatisé. Aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, et ça répond peut-être, on va parler là maintenant de l'intelligence artificielle, parce que vous avez aussi ouvert quelque chose, enfin pensé à quelque chose, mais il y a ce combat que les gens ont en tête, enfin ce combat, cette peur que les gens ont en tête de dire l'intelligence artificielle, ça va remplacer l'esprit humain. Mais en fait, c'est inspiré de l'esprit humain. Exact. Si l'esprit humain ne l'invente pas... La machine ne peut pas l'inventer. Et ça va aussi nous aider à avoir de l'inspiration. Aujourd'hui, moi, quand j'utilise ChatGPT, c'est comme... on l'entend souvent aussi, à travers, je l'écoute à travers d'autres podcasts, mais c'est comme si on avait quelqu'un en face de nous qui nous challengeait continuellement. Donc ça nous fait vraiment réfléchir. Moi, par exemple, si je l'utilise aujourd'hui, que je lui pose certaines questions, il va me répondre, mais... et moi, peut-être que c'est pas la réponse que je m'attendais, donc je vais lui reposer une autre question. Et donc... c'est ça. Il faut le prendre aussi comme ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Parce que donc, en parlant de ChatGPT, vous vous êtes dit, pareil, je vais faire un ChatGPT monégasque. Enfin, de Monaco. Oui. Alors, en fait, donc quand ChatGPT est sorti, avec d'autres... c'était avec des amis, en fait, d'autres amis de Monaco. Yannick Delsoglio, Nicolas Frigo et Andrea Giugliaris. On parlait souvent de l'intelligence artificielle parce qu'il y avait aussi quelques autres outils qui existaient avant ChatGPT, on les utilisait. Donc le jour où ChatGPT est sorti, c'était un gros... c'était énorme. C'était énorme, du jour au lendemain en plus. C'était pas... Ah oui, ça a provoqué une onde de choc dans le monde. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Exact. C'est vrai. Et donc on en parlait beaucoup parce qu'on trouvait ça incroyable, comment on pouvait l'utiliser, comment on pouvait créer des images, comment on pouvait l'utiliser pour le travail, comment ça pouvait simplifier on peut faire plein de choses avec ça. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, et notamment encore au niveau local. En fait, aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT ou disons des intelligences artificielles qui ne sont pas open source, les informations elles sont envoyées à ces entreprises-là. Donc aujourd'hui à ChatGPT, à OpenAI, c'est des données qui peuvent être confidentielles et que vous ne voulez pas forcément partager, surtout quand vous êtes une entreprise. Et donc l'idée qu'on a eue, et on l'a eu assez rapidement, c'était de se dire, voilà, à Monaco, on va avoir besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Les entreprises, il faut qu'elles s'y mettent. Elles peuvent pas rester sur le bord de la route. Elles peuvent pas rester sur le bord de la route. Elles peuvent pas aussi, parce que c'est ce qui commence à arriver. Elles peuvent pas aussi s'interdire d'utiliser ChatGPT parce que on veut pas mettre des données sensibles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette politique-là. On n'utilise pas ChatGPT parce que les données qu'on utilise, on a des données sensibles au sein de la société. On va partager des données avec une entreprise à laquelle on ne veut pas donner cette... Et notamment en termes de réglementation aussi, que ce soit la CCIN ou que ce soit RGPD, c'est encore flou. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un outil comme celui-là sur des données qui doivent être normalement nominatives, protégées en tout cas. Et donc, on a travaillé sur un projet d'intelligence artificielle locale, c'est-à-dire qu'on prend un LLM, un langage d'intelligence artificielle open source, donc qui est transparent. Aujourd'hui, il y a Llama de Facebook, il y a aussi Mixtral de la société française Mistral, et on l'installe sur un serveur local, donc un serveur à Monaco, et il peut être complètement confiné d'Internet. D'accord. Et ça permet aux entreprises de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à un niveau plus sécurisé, sur Monaco, avec un serveur qui est complètement étanche. Ça, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable parce que vous donnez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle dans sa fonctionnalité, sa créativité, sa réponse, sans avoir à assumer les dangers, quoi. Exact. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent se faire facilement. Aujourd'hui, juste une simple interface de chatbot, c'est-à-dire avec une discussion,
on peut faire énormément, poser des questions sur un document, analyser certaines données pour en ressortir une tendance. Et c'est des choses qui améliorent le travail considérablement. Bah oui. Ouais. Ça fait gagner du temps. Et ça va devenir de plus en plus instinctif. Aujourd'hui, on reste quand même sur un pourcentage. Je crois que j'avais lu ça il n'y a pas longtemps. Mais je crois qu'en France, on est à 18% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, mais ça va croître. Ça va être. Ouais. Même aujourd'hui, on a des nouveaux téléphones qui sortent avec l'intelligence artificielle intégrée. Ouais. Donc ça va être quelque chose qui va être demandé par toutes les entreprises, par toutes les personnes. On avait déjà cette révolution, ça a été un peu Google au départ, hein, c'est-à-dire on voulait savoir en quelle année était né Napoléon, poser la question, on avait la réponse. Quoi. Exact. Les gens disaient mon meilleur ami c'est Google parce que au moins j'ai toujours une réponse. L'intelligence artificielle c'est plus que ça. Hein. Oui. C'est plus qu'une réponse. C'est plus qu'une réponse et comme on disait tout à l'heure, ça nous fait réfléchir un petit peu plus aussi parce que c'est vraiment une discussion au final qu'on a avec l'intelligence artificielle et puis on peut continuer l'échange. Hein. Et puis on peut analyser des données, on peut faire ressortir des tendances qui sont des fois difficilement... C'est ça, c'est l'intelligence artificielle. Ce qu'il y a de plus peut-être, c'est le travail de la data en fait. Aussi, oui. Le travail de la data, c'est un travail difficile humainement. Oui. Alors après, il y a des use cases quand même qui sont quand même assez intéressants et simples, mais le customer support par exemple. Oui. Nous, on utilise dans Carlo aujourd'hui l'intelligence artificielle. Sur notre site internet, on a une petite bulle. Et c'est l'intelligence artificielle qui répond. Et ça répond sincèrement sur 98% des questions. Ça répond correctement. Et ça permet en fait de dégager du temps pour la personne en customer support, de pouvoir répondre au téléphone, ou de pouvoir écrire des emails, de répondre à certains emails. Mais sur des questions très courantes, du type comment je fais pour ajouter une carte bancaire, ou comment je fais pour envoyer un solde à un ami. Ça répond très rapidement, 24 heures sur 24. Et on laisse toujours aussi cette possibilité de pouvoir nous contacter par téléphone. Donc l'intelligence artificielle, on la programme pour lui dire à la personne, écoutez, si vous voulez plus d'informations ou que la réponse n'est pas assez claire, vous pouvez contacter ce numéro-là. Mais ça dégage énormément de temps aussi également. Ouais. Et puis ça accompagne le consommateur en fait. Hein. Ce qui se passe aussi par exemple des fois c'est vous êtes un agent customer support ou quelqu'un qui s'occupe du customer support et que vous avez une question et que vous voulez gagner du temps. Et ben, on prend la question, on la met dans l'intelligence artificielle parce qu'elle est entraînée sur nos données, elle va nous donner la réponse et puis on la redonne des fois quand c'est peut-être un peu trop complexe ou quand c'est une personne qui est nouvelle, qui vient nous rejoindre, qui n'a pas forcément encore la réponse ou que c'est quelque chose de très long à rédiger. Donc c'est incroyable. Il y a des use cases qui sont très intéressants. Ouais. Bon, alors maintenant les projets de Antoine Barry, c'est quoi? Parce que là, il y en a beaucoup, je pense. Hein. Aujourd'hui, un projet comme l'intelligence artificielle, c'est un vrai truc. C'est quelque chose d'important et je le fais avec des associés bien sûr parce que mon temps il est presque à 100% dédié à Carlo, donc tout ce que aujourd'hui le plus important. Vous faites plus les étiquettes à la main. Non, exactement. Mais il y a beaucoup de projets à faire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous motivent et qu'on veut faire aussi à Monaco. Et j'essaie de m'associer avec des personnes de la place. Et il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui ont des projets très intéressants à Monaco. Et puis moi, j'aime beaucoup pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et discuter de ces projets-là. Donc, vous êtes dans les associations d'entrepreneurs. Vous êtes à Monaco Tech par exemple. Oui, on est passé par Monaco Tech. On est passé aussi par Monaco Boost pendant une petite période. Donc c'était des opportunités incroyables pour pouvoir rencontrer aussi des entrepreneurs. Et aussi là-bas, on est très bien accompagnés. On a des coachs, on a des événements qui sont organisés. Ah oui. C'est important cette dynamique entrepreneuriale quand on partage son quotidien avec des gens qui font la même chose. Oui, parce qu'on peut échanger sur différents challenges qu'on rencontre. Des fois, c'est des challenges humains d'entrepreneurs, mais des fois, ça peut être vraiment des challenges très techniques, peut-être même des challenges très spécifiques à Monaco. Parce qu'on est un territoire, particulier, c'est un autre pays. Donc on échange sur ces sujets-là, on essaie de trouver des solutions. Très souvent, il y a ce thème du paiement qui revient, parce qu'à Monaco, ça reste complexe. Donc on trouve des solutions, il y a toujours des solutions, mais il faut qu'on puisse les partager. Et oui, c'est important. Et je pense que Monaco Tech
Et Monaco Boost font un très bon travail. Alors pour ceux qui ne savent pas, Monaco Tech c'est l'incubateur. Oui. Et Monaco Boost c'est le host. C'est l'endroit où on s'installe avec d'autres pour pendant une période vivre avec un toit sur la tête, quoi. Oui, exact. C'est l'incubateur, c'est encore autre chose, mais bon. Tout ça, c'est complémentaire en fait. Exact, oui. On va dire, moi je pense que Monaco Tech c'est un peu plus international. Il y a même aussi des boîtes qui viennent de France, qui viennent de l'étranger, qui viennent du monde entier, d'Italie. Et à Monaco Boost c'est un peu plus local aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est une complémentarité. Oui, une très bonne complémentarité. Ouais. Et alors, quand Antoine Barry ne fait pas tout ça, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des hobbies ou pas ? Alors j'ai une femme et un enfant maintenant, j'ai une petite fille. Déjà. C'est quand même important d'avoir une famille. Exact. Donc, vous avez des origines syriennes. Est-ce que la famille, ça a une grosse importance ? Oui, ça a été... c'est toujours important, je pense, dans les cultures méditerranéennes. Ouais. C'est très important, on se retrouve très souvent, on discute de tout aussi, on partage même... Chez les Barry, on parle beaucoup travail. Travail. Oui, beaucoup. Même des fois trop, peut-être. Ouais. C'est vrai ? Oui. Mais ça a toujours été comme ça. À table Oui, à table. Des fois, on essaie aussi un petit peu de se restreindre, mais oui, ça arrive souvent. Ouais. Mais oui, je pense que dans ces cultures-là, la famille, elle joue un très grand rôle. Et je le retrouve aussi dans la famille de ma femme, c'est pareil, ils sont aussi méditerranéens, ils sont Espagne, Andorre, donc je retrouve aussi un petit peu ça. Et ça m'aide. Et puis, regardez, au final, même ma femme nous a rejoints. Aujourd'hui, elle est directrice financière. C'est vrai ? Oui. Elle nous a rejoints en 2022, je crois. Ouais. Ah bah voilà. Ouais. Au début, elle nous aidait. Alors c'est sûr, on me doit parler à faire à table. C'est sûr. Tout le temps. Ouais. C'est sûr. Il faut après arriver à faire la part. Heureusement, je touche du bois, tout se passe bien. On arrive à bien différencier les choses et on arrive à trouver les solutions ensemble. Mais il faut réussir aussi à faire la part des choses. Ce qui est famille et ce qui est travail, c'est autre chose. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Aujourd'hui, on est, comme je le disais, on est très fiers vraiment de ce qu'on fait à Monaco. On veut continuer à innover. Je pense qu'on a encore plein d'idées qu'on a envie de lancer sur Carlo. Et, vous avez déjà été primé quand même, puisque je vois qu'en 2022, vous avez le trophée innovation du MEB. Oui. Et en 2018, déjà, vous avez gagné le concours de création d'entreprise. Donc, c'est beaucoup aidé. Il y a déjà des choses qui prouvent que... Mais je pense que c'est ce qui nous drive aujourd'hui un petit peu, d'innover, d'avoir cet effet un petit peu waouh aussi pour nos utilisateurs. Et puis, que ça vienne de Monaco aussi, c'est quelque chose qui nous anime. Ouais. Et de pouvoir exporter ça aujourd'hui, comme on l'a fait à Aix. À Aix, aujourd'hui, on a... À Bordeaux, demain. À Bordeaux, demain. À Aix, aujourd'hui, on a pratiquement 200 commerçants. Oui, on continue on a une croissance régulière mois par mois et on commence à se faire un nom à Aix et donc ça nous rend fiers aussi de se dire on a réussi à exporter ça de Monaco et maintenant voilà le gros challenge ça va être Bordeaux. Écoutez, on en reparlera j'espère. Très bien, merci beaucoup, merci en tout cas ça m'a fait très plaisir. Merci Antoine, c'était super, merci.